commencer une information jeudi prochain, étant donné que l'Assemblée générale de l'Université du temps libre se déroule l'après-midi. Ça m'oblige à interrompre pour la semaine prochaine les cours, donc je vais interrompre aussi pour le soir. Donc la semaine prochaine, ni l'après-midi ni le soir, il n'y a de cours. De philosophie. Voilà, de philosophie. Donc nous reprenons dans 2 semaines. On retourne terre à terre. Je crois que ça nous laisse encore 2 séances d'ici les vacances de février. Oui, il me semble. D'accord. Bien. Bon, une autre information, certains la connaissent peut-être déjà, mais enfin, je le dis quand même, j'ai enrichi un peu le blog de 2 choses. La première, j'ai mis, et je remercie Bernard Régnard de m'en avoir fourni la version numérique, j'ai mis le passage de Bouvard et Pécuchet, le roman de Flaubert, sur l'éthique, qui est un résumé de l'éthique en une page. Bon, une page pour résumer l'éthique, c'est une performance. Et comme le fait remarquer Alain, je ne sais plus où, sans doute dans un propos quelconque, c'est finalement pas si mal fait que ça. Voilà. C'est Bouvard et Pécuchet qui passent pour les parangons de la bêtise flaubertienne, puisque bon, c'est quand même ce dont Flaubert avait fait sa cible privilégiée. Eh bien, les 2 bons hommes, comme dit Alain, ne s'en sortent finalement pas si mal dans leur résumé de l'éthique. Il y a certainement des choses qui clochent un peu au point de vue de l'orthodoxie spinoziste, mais bon, ils ont quand même apparemment pigé l'esprit de la chose. Donc je vous invite à lire ce passage, et surtout je vous invite à lire ce roman, qui est l'un de ceux que je préfère de Flaubert. Ce n'est pas le plus connu, évidemment, le grand roman de Flaubert, c'est Madame Bovary. Bon, l'éducation sentimentale, Sartre disait qu'il y avait Sartre qui a écrit un énorme bouquin sur Flaubert et qui s'est intéressé à Madame Bovary quand on lui demandait « Et l'éducation sentimentale ?» Il dit « Moi, je ne m'intéresse pas aux croûtes. » Bon, je lui en laisse la responsabilité, bon, Salammbô aussi, mais je ne veux pas m'étendre sur ces comparaisons. J'ai aussi fait figurer sur le blog, alors, une espèce de reprise, bon, c'est pas tout à fait un résumé, mais je reviens sur la séance de la dernière fois, dont je pense, et d'ailleurs je fais un peu plus que le penser parce qu'on me l'a dit, qu'elle n'était pas si facile que ça, et que son niveau d'abstraction, c'est de la métaphysique, c'est de l'ontologie, donc c'est de la métaphysique, donc forcément ça atteint rapidement un certain niveau d'abstraction. Je comprends parfaitement que pour des auditeurs qui n'ont pas de familiarité spéciale avec Spinoza, être ainsi plongé très rapidement et sans trop de préambule dans les questions fondamentales de l'ontologie spinoziste, dans la théorie de la substance, dans la théorie des attributs, des modes, etc. Bah, tout ça n'est pas facile. N'hésitez jamais à me faire savoir qu'il y a des choses à clarifier, à reprendre, éventuellement à répéter. N'hésitez pas à m'interrompre durant la séance si il est nécessaire disons, de jeter un peu plus de lumière que je n'arrive à le faire dans ces notions. Je l'avais dit, je le répète, ça ne deviendra pas plus difficile. Je ne crois pas que vous soyez confrontés d'ici la fin de l'année, et je ne suis pas sûr que nous ayons fini à la fin de cette année de commenter, enfin d'expliquer la Padis à la 4e partie. Mais nous ne rencontrerons pas, je pense, d'obstacles plus ardus que ceux que nous sommes en train d'affronter en ce moment. Et encore, comme je le disais, et encore, je n'entre pas, même si je les évoquerai quelquefois pour certaines d'entre elles, dans les difficultés les plus fondamentales qu'oppose le spinozisme. Alors que pourtant, je suis très loin de penser, contrairement par exemple à quelqu'un comme Robert Misrahi, je suis très loin de penser que le spinozisme soit intelligible de fond en comble ou de A jusqu'à Z, sans qu'on y rencontre de difficultés vraiment dirimantes. Misrahi, c'est un peu, je vous explique, et ensuite, circuler, il n'y a rien à voir. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça, je suis beaucoup plus proche d'Alquier que de Misrahi dans la perception de la difficulté intrinsèque du système spinoziste. Mais pour l'instant, j'en suis donc à l'explication de ce que signifie cette idée de substance, des attributs, des modes, etc. Alors j'ai repris tout ça
dans 3 pages à peu près, je crois, sur le blog, non pas tellement pour développer, pas tellement pour ajouter, peut-être un peu pour préciser, enfin surtout pour vous donner une version écrite sur laquelle il soit peut-être plus facile disons, de travailler, dans laquelle vous puissiez séjourner et essayer de considérer les choses à tête reposée, tandis qu'évidemment, comme ça, dans ces séances ici, en présentiel, comme on dit maintenant, eh bien, c'est forcément, ça va peut-être trop vite et c'est peut-être moins facile. Alors, il y a ceux qui enregistrent et qui peuvent reprendre ensuite, ce que je fais moi-même d'ailleurs, mais enfin, à vous de me dire hein, si ce que je mets sur le blog vous aide et de quelle façon on pourrait préciser, approfondir. Alors, je rappelle rapidement ce qui me paraît le plus important à retenir. Le spinozisme, et ça je reviendrai sur ce terme parce qu'on l'utilisera, on le retrouvera à plusieurs reprises, le spinozisme est un monisme. C'est un monisme, c'est-à-dire c'est une philosophie dont l'ontologie repose sur un fondement qui a le caractère de l'unité profonde et de l'unicité. Monos, en grec, c'est ça, en général, on le sait assez bien, c'est un seul. Eh bien, dans la philosophie de Spinoza, il y a un principe, je dirais, fondamental, originel, primitif, primaire, d'intelligence, d'intelligibilité des choses, eh bien, qui est la substance. Il y a une réalité qui est la substance, ou Dieu, ou la nature. Le ou en latin c'est sive dans le texte de Spinoza, qu'on peut traduire par ou, mais surtout pas au sens de ou bien. C'est pas l'un ou bien l'autre et pas les deux. C'est ou au sens de c'est-à-dire, à savoir, autrement dit. Voilà. Donc c'est un monisme de la substance, mais ce monisme, en un sens d'ailleurs, dans la mesure où cette substance est Dieu, c'est pourquoi je parle quelquefois, aussi bien quand j'écris que quand je prononce ces exposés du Dieu substance, eh bien, dans la mesure où substance c'est Dieu, le spinozisme est un monothéisme. C'est un monothéisme, mais évidemment radicalement différent des monothéismes des religions révélées. Bon, le statut du divin chez Spinoza, je veux dire, la raison aussi pour laquelle Spinoza a choisi de parler de Dieu, d'écrire le mot Dieu pour parler de la nature, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, mais je crois que j'en avais dit un petit peu déjà là-dessus. Je crois que ce qu'il a voulu retrouver, c'est l'idée d'une puissance qui s'exprime et qui a quelque chose d'un dynamisme ou d'une force vitale. En tout cas, disons, de quelque chose qui est apparenté à de la vie. Alors, cette substance, je l'avais dit, se décline, s'exprime. Ces termes-là sont toujours des images, ce sont toujours des métaphores. Et on est bien obligé, assez souvent, de parler de ces concepts ontologiques de manière métaphorique. Et des thèses spinozistes, comme on va voir, de façon métaphorique ou à l'aide de comparaison, un petit peu comme on le fait, par exemple, quand on vulgarise la science. Quand on vulgarise, par exemple, la physique contemporaine, lisez les ouvrages de vulgarisation de la physique contemporaine, de la relativité, de la mécanique quantique. Certains sont très bien faits, mais dans la mesure où ils s'adressent à des gens comme vous et moi, je ne sais pas, mais comme moi, c'est sûr, qui ne disposent pas de l'outillage mathématique pour rentrer dans le cœur de la théorie, eh bien, des gens qui doivent accéder, autant que faire se peut, à la compréhension de la signification de ces théories à travers des images, évidemment prises dans notre physique spontanée, dans notre observation spontanée du monde. Alors ça donne des résultats évidemment souvent un peu suspects aux yeux du spécialiste qui trouve que parler, comme on le fait, de ces théories scientifiques est très approximatif et très insuffisant. Et sans doute, ces images que je vais utiliser, que j'ai déjà utilisées, que je vais continuer d'utiliser pour parler de Spinoza, elles sont toujours forcément, elles aussi, insuffisantes, voire assez souvent suspectes. Alors, cette substance, elle s'exprime ou elle se décline sous... alors, ce que
excusez-moi, je ne décide pas mon schéma comme il faut, sous deux attributs qui sont la manière dont elles se présentent, dont elles se laissent appréhender, comprendre par notre entendement. Ces deux attributs sont, je l'avais dit, l'étendue et la pensée. Je rappelle, étendue signifiant extension dans l'espace, extension spatiale, le terme vient de Descartes. Donc, deux attributs qui sont les aspects sous lesquels la substance nous est connue, parce qu'il faut bien parler de connaissance. Spinoza ne pense pas du tout, par exemple, que le fait que nous n'ayons accès qu'à deux attributs de la substance, l'étendue et la pensée, Spinoza ne pense pas du tout que cela nous condamne à n'avoir de la substance qu'une représentation qui ne serait pas de l'ordre de la connaissance. Non, c'est bien une connaissance, mais c'est une connaissance dont il faut bien avouer qu'elle est limitée dans la mesure où la substance étant absolument infinie, n'étant bornée par rien, étant tout, elle doit déployer sa puissance sous une infinité d'attributs. Je l'avais dit, ça a quelque chose d'assez vertigineux, mais en tout cas c'est la thèse spinoziste, ça c'est sûr, une infinité d'attributs dont nous ne connaissons que de l'étendue et la pensée. L'étendue et la pensée se déclinent, eux, à leur tour, sous une infinité de modes qui sont les manifestations particulières de la puissance de la substance, du conatus de la substance. Ce qui me paraît le plus important dans toute cette histoire d'attributs et de modes, c'est de comprendre ceci, qu'il y a là une remise en question, une mise à distance, et même d'ailleurs une négation, un refus, de la manière dont, spontanément d'une part, naturellement, le plus ordinairement, nous avons tendance à nous représenter à nous-mêmes la façon que nous avons le plus communément de nous concevoir nous-mêmes, mais aussi c'est une façon de récuser. Tout ce système revient à un refus d'un certain nombre de théories philosophiques, pas seulement de manière spontanée et naturelle pour le commun des mortels de se représenter ce que c'est qu'un être humain, mais un refus, on va le voir, de certaines représentations théoriques élaborées par des philosophes pour essayer de penser la réalité de l'être et la réalité de l'homme à partir de cette ontologie. Je répète, nous sommes ici dans l'ontologie de Spinoza, c'est-à-dire dans la manière dont il répond à cette question, qui est une question qui travaille la philosophie, qui peut-être même d'ailleurs en définit peut-être le projet essentiel, ou en tout cas une bonne part du projet, qui est la question suivante: de quoi le réel est-il fait? Voilà, l'ontologie, c'est cette recherche dans la philosophie qui s'efforce de répondre à la question: de quoi le monde est-il fait? On utilise quelquefois, dans la philosophie contemporaine, s'est imposé, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques décennies, une expression un peu fantaisiste, mais qui dit bien les choses. Il s'agit de déterminer ce qu'est le mobilier du monde. Voilà, le mobilier du monde. Vous entrez dans cette salle, il y a un mobilier qui n'est pas celui que vous trouvez dans votre séjour, qui diffère à son tour de celui qui se trouve dans votre salle de bain et dans votre cuisine. Eh bien, quel est le mobilier du monde? Et je dirais que toutes les grandes philosophies, à l'exception de celles qui s'en sont tenues à l'affirmation qu'on ne peut pas savoir quel est le mobilier du monde. Mais si l'on accepte le courant sceptique, presque toutes les grandes philosophies y sont allées de leur proposition quant à la nature de ce mobilier. Voilà. De quoi le monde est-il fait? Eh bien, Spinoza nous répond: il est fait de substance, il est fait de cette substance qu'on appelle la nature, qui répond à certaines caractéristiques sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir de nombreuses fois, et qui nous est accessible sous les formes de l'étendue et de la pensée. Voilà donc en quoi consistent, je dirais, les premiers éléments, les premiers rudiments, et donc le fondement, la base de l'ontologie spinoziste. Ce qu'il faut retenir, je pense ceci, c'est que justement une certaine représentation de
la réalité humaine est évacuée, est balayée par là. Quelle représentation? Je l'avais dit la dernière fois, mais je crois que ça c'est utile de le répéter. L'idée selon laquelle nous serions des individus, on va dire, titulaires, dépositaires, je ne dirais pas propriétaires, qui est une notion juridique, mais titulaires, dépositaires de notre identité, d'une identité qui fait de chacun de nous, en particulier au regard de la pensée, en particulier au regard de l'esprit, qui fait de chacun de nous des êtres qui ont un caractère plus ou moins, mais dans certaines philosophies, plutôt plus que moins, et même tout à fait, substantiel. C'est-à-dire des êtres qui se suffisent à eux-mêmes, qui sont à eux-mêmes leur propre fondement. Alors, nous savons tous, et à peu près toutes les philosophies s'accordent sur l'idée que pour le corps, nous savons que on ne peut pas parler de substantialité. Le corps, par exemple, d'un être humain, pas plus que n'importe quel corps du monde matériel, ce stylo ou un corps vivant quelconque, nous savons que le corps n'a pas de substantialité au sens où il est une combinaison de corps, de multiples corps ou de parties corporelles qui sont issues d'origines diverses, qui se rencontrent en nous, qui se rencontrent dans un corps vivant et qui vont se séparer à la mort. Et donc, je dirais, le corps, voilà, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Au point de vue du corps, on est peu de choses. On est peu de choses puisqu'on est une réunion d'éléments transitoires, passagères, éphémères, précaires. Pour l'esprit, c'est tout à fait différent parce que nous forgeons, nous formons, nous élaborons naturellement, spontanément la représentation d'un esprit qui aurait une consistance et une identité suffisante pour pouvoir assumer comme cause ce dont il est capable. Par exemple, capable de former des pensées, d'avoir des idées et aussi de former des désirs, des volontés, de prendre des décisions, etc. C'est d'ailleurs le fondement, c'est le fondement de l'idée même de responsabilité morale. Parce que si il est difficile d'accorder le statut d'être responsable, comptable de ce qu'il fait, à quelque chose qui n'aurait pas l'unité et la continuité que procure l'identité de nos individualités, en particulier considérées en tant qu'esprit. Eh bien, c'est ça que Spinoza va nous demander de réviser complètement. Certes, il ne nierait pas, il ne contesterait pas que les choses se présentent à nous comme cela. Ça, il le reconnaît bien volontiers. Mais précisément, cette manière de nous représenter à nous-mêmes, c'est une manière qui est illusoire dans la mesure où c'est de cela, l'étendue et la pensée, en tant qu'attribut de la substance divine, qu'il faut partir. C'est-à-dire que la réalité ontologique, elle est celle-là. Il y a de l'étendue et il y a de la pensée, et nos corps et nos esprits sont des moments, sont des, on pourrait dire, même si l'image, et aucune image ne sera satisfaisante, aucune image ne sera parfaitement adéquate, mais des moments, des parties. Voilà, mon corps est une partie de l'étendue, de cette étendue qui est le corps de Dieu, qui est le corps de la substance. Notons-le au passage, hein, je le rappelle, Dieu a un corps, Dieu est corporel. C'est quand même introduire une idée assez on va dire, hétérodoxe dans la manière habituelle que les humains ont de parler de Dieu, surtout dans les religions monothéistes. Mon corps est un fragment de l'étendue divine, donc du corps de Dieu, et ma pensée, mon esprit, est un fragment de la pensée de Dieu. J'ai dit un fragment, j'ai dit une partie, j'avais commencé par dire un moment, et un moment c'est peut-être mieux dit parce que tout cela est évidemment animé d'un dynamisme et d'un mouvement continuel. Tout est en mouvement, tout change. Rien ne demeure. Ça, c'est la leçon du vieux philosophe grec Héraclite. En grec, ça se disait pantarei, tout coule, tout coule. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Tout coule dans l'ordre de l'étendue. Les corps sont en modification permanente, et vous savez que chacun de nos corps humains
est en cours de remplacement permanent de certaines de ses parties. Et il en va de même des esprits. Le mouvement n'est pas seulement du côté de l'esprit, et le mouvement n'est certainement pas pour Spinoza ce qui ne peut venir que de l'esprit et qui doit venir de l'esprit pour animer la matière, c'est-à-dire l'étendue. Tout est en mouvement, tout se meut d'un seul et même mouvement, qui est le mouvement du dynamisme de la substance. Il n'y a qu'un seul être, un et unique, qui est animé d'un seul mouvement, un mouvement de production perpétuelle de ce qu'on y trouve, et qui sont justement l'infinité de ces modes. Et donc, bien sûr, notre expérience du corps, notre expérience de la pensée est l'expérience d'une unité, mais elle devient illusoire dès que, et cette unité elle existe bien, hein, Spinoza ne nie pas du tout que nos corps et nos esprits aient une individualité. Il y aura même, j'en reparlerai au moment venu, je dirai quelques mots de ce qui fait chez Spinoza l'individualité d'un individu. Son individuation, disent les philosophes. C'est pas évident de savoir ce que c'est qu'un individu. Qu'est-ce qui mérite d'être appelé un individu? Il y a des choses dont il ne fait pas de doute qu'elles ont une individualité bien nette. Vous prenez une étoile comme le Soleil, par exemple, bon, ben, elle a ses limites dans l'espace, elle a son activité propre, qui n'est pas le même que celui d'autres étoiles qui appartiennent à d'autres familles d'étoiles, et même d'ailleurs, si l'on prend d'autres étoiles qui sont de la même famille d'étoiles que le Soleil, eh bien, ce sont d'autres individualités. Donc, l'individuation d'un corps comme le Soleil, pour nous, c'est quelque chose qui va de soi. Déjà, si, au lieu de vous parler du Soleil, je vous parle par exemple d'une bicyclette, vous pouvez déjà vous demander, au fond, quel est le degré d'individualité dont jouit un objet comme une bicyclette, parce qu'après tout, c'est fait de pièces détachables, ça se vend en pièces détachées. Qu'est-ce qu'il faut enlever à une bicyclette pour qu'elle cesse d'être une bicyclette? Qu'est-ce qu'on peut lui enlever tout en faisant qu'elle demeure une bicyclette? Quelle est son identité? Quel est son degré d'individuation? Ce n'est pas évident. Même pour les vivants, ce n'est pas évident du tout. Hein, vous savez qu'il y a des êtres vivants, vous les coupez en deux, vous avez deux individus. Alors où est l'individu? Où est l'individu? Où est l'individualité d'un ver de terre? Où est l'individualité, par exemple, de certains êtres vivants dont on ne sait pas trop, on n'a longtemps pas trop su s'il fallait ranger du côté des végétaux, des animaux, parce qu'ils régénèrent, etc. Et donc, la question de l'individualité est une question qui n'est pas du tout, qui ne peut pas du tout être résolue facilement. Mais ce qui est certain, c'est que nous éprouvons la réalité de nos corps et de nos esprits, et à bon droit, comme pourvus d'une certaine individualité. Et il faudra expliquer un peu plus loin ce qui, chez Spinoza, confère, à ses yeux, confère à un être le statut de l'individu. Et je répète, ça ne va pas du tout de soi. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'une société est une individualité? Qu'est-ce qui fait qu'une culture est une individualité? Et toutes ces questions sont évidemment essentielles dès lors qu'on cherche à se demander ce qui fait l'identité. Voilà. Quelle est l'identité? Bon, il y en a qui vous disent il faut que la France reste la France. Bon, personne ne va. Ça vise personne spécialement parce que, vous savez, ne croyez pas tout de suite que vous avez identifié la cible de ce genre de discours. À titre personnel, moi, si vous voulez, je ne renoncerai pas facilement à l'idée qu'il faut faire en sorte aussi que la France reste la France. Ce qui ne veut pas dire qu'elle doit rester forcément, par exemple, aux Français, c'est pas ça, mais c'est pas une question. C'est pas une question qui est dépourvue de sens, ou du moins à laquelle la réponse soit évidente. Que vous vous demandiez ce qu'il faut faire pour que la France reste la France, s'il faut même chercher à poursuivre cette fin, que la France reste la France, vous pouvez vous demander aussi bien qu'est-ce qu'il faut pour qu'une théorie reste ce qu'elle est, une doctrine. Après tout, vous pouvez difficilement être, je ne sais pas, par exemple, chrétien, sans vous demander quelle est l'individualité du christianisme, qu'est-ce qui fait qu'on a le droit de se dire chrétien, et jusqu'à quel point on a le droit, par exemple, d'abandonner tel ou tel des aspects qui, pendant très longtemps, ont été tenus pour essentiels à l'identité chrétienne, à l'individualité chrétienne, et qui aujourd'hui ont tendance à
être considérés comme plus secondaires, hein, des aspects du dogme ou des aspects de certaines conséquences tirées du dogme sur le plan, je ne sais pas, moi par exemple, philosophique, éthique, politique ou autre, etc. Voilà. Donc la question de l'individualité est une question tout à fait fondamentale. Et Spinoza est tout à fait d'accord pour reconnaître qu'il y a une individualité, il y a des individus dans le réel. Dans le monde réel, il y a des individus, et nous sommes doués d'une certaine individualité, mais ce qui caractérise l'ontologie spinoziste, c'est que cette individualité, elle ne se comprend jamais, elle doit toujours se comprendre comme déterminée selon et à travers et dans un cadre plus vaste, qui est celui de la substance dans laquelle on aurait presque envie de dire sont découpés des fragments d'individualité dont l'identité, dont la permanence est toujours problématique et toujours, je dirais toujours, sujette à être remise en cause. C'est ça que nous dit Spinoza, c'est qu'il faut penser nos corps et nos esprits par rapport à cette entité à la fois plus générale parce qu'elle est universelle et aussi plus profonde parce qu'elle est ontologiquement première qu'est la substance déclinée sous les aspects de l'étendue et de la pensée. Donc, voilà, j'ai essayé de caractériser ce qui me paraissait dans cette ontologie avoir des conséquences pour plus tard quand il s'agira de penser l'éthique, ce qui d'ailleurs va bientôt commencer d'être fait. Et je voudrais pour finir, je ne sais pas si j'avais cité cette formule d'un de nos très bons commentateurs de Spinoza, qui s'appelle Pierre Macheret, l'auteur de l'introduction à l'éthique au Presse universitaire de France, une introduction à l'éthique qui comporte 5 volumes, un par partie, et qui tient sur une bibliothèque à peu près sur cette longueur-là. Autant dire que comme introduction, bien sûr, à l'éthique, on peut toujours contester le titre de ce livre. Et au 2e volume, consacré à la 2e partie de l'éthique, page 64, voici comment Pierre Macheret parle de l'attribut pensée, c'est-à-dire de ce qu'il faut appeler l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, l'attribut pensée, c'est l'idée de Dieu dont l'attribut étendu est le corps. Alors voici ce que dit Macheret. L'idée de Dieu, j'ai fait figurer cette citation sur la reprise, le résumé que j'ai mis sur le blog hier. L'idée de Dieu constitue une sorte d'espace mental idéal, c'est-à-dire fait d'idées. L'idée de Dieu constitue une sorte d'espace mental idéal à l'intérieur duquel toutes les figures particulières de la pensée, toutes les pensées qui peuvent être pensées, à l'intérieur duquel toutes les figures particulières de la pensée coexistent parce qu'elles y trouvent nécessairement leur place. L'idée de Dieu constitue une sorte d'espace mental idéal à l'intérieur duquel toutes les figures particulières de la pensée coexistent parce qu'elles y trouvent nécessairement leur place. Il faudrait ajouter à cette idée de coexistence l'idée d'enchaînement. Les figures de la pensée ne se contentent pas de coexister dans l'attribut pensée, elles s'enchaînent selon l'ordre causal qui s'observe, ou plutôt qui se comprend, parce qu'il ne se voit pas avec les yeux, mais qui peut se comprendre dans l'ordre de l'étendue comme dans l'ordre de la pensée, puisque, comme le dit Spinoza, l'ordre et la connexion des idées, dans l'attribut pensée, l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses, de toutes les choses, corporelles dans l'étendue, et de quelque nature que ce soit, dans l'infinité des attributs que nous ne connaissons pas. L'ordre et la connexion des choses sont les mêmes, donc le même, quel que soit l'attribut considéré, qu'on soit dans l'ordre de la pensée, qu'on soit dans l'ordre, ou considère l'ordre de l'étendue, il y a une nécessité de cet ordre, c'est-à-dire que cet ordre, il est fait de lois, qui sont tout aussi rigoureuses, tout aussi contraignantes ici, dans l'ordre de la pensée, qu'elles le sont dans l'ordre de l'étendue. Il y a donc, si vous voulez, pour nous, dans la façon dont nous pouvons la comprendre, une sorte de duplication de la substance, selon les aspects de l'étendue ou de la pensée. On a trouvé un mot pour dire cela, encore une image, encore une métaphore, mais il va falloir examiner maintenant
parce que, je vais laisser ça parce que c'est un schéma assez général qui peut nous aider. On a trouvé une image dont il faut parler maintenant parce que c'est un terme qu'on utilise souvent pour parler du spinozisme. Il y a plusieurs termes qu'on utilise souvent pour parler de la philosophie de Spinoza et qui ont toujours quelque chose de discutable. Par exemple, vous trouverez très souvent cette idée que le spinozisme est un panthéisme. Est un panthéisme puisque Dieu étant la substance, étant tout, bon, bah, pourquoi ne pas parler de panthéisme? Je n'examine pas du tout ce terme, avec lequel je ne suis pas très d'accord, mais peu importe, ce n'est pas la question ici. Le terme que je vais examiner, c'est celui qui fait l'objet de la partie suivante, et si j'ai bien numéroté, nous sommes au numéro 2.1.3. Le premier numéro, c'est toujours celui du chapitre que nous sommes en train de traiter, hein. Chapitre 2 de l'appendice à la 4e partie. Et ce terme, c'est le terme de parallélisme. Voilà. Vous entendrez souvent dire que la conception spinoziste de l'être, et plus précisément des rapports de la matière et de l'esprit, ou du corps et de l'esprit, peut rentrer sous la catégorie de parallélisme. Alors je vais m'intéresser à ce terme parce que même si Spinoza, lui, ne l'emploie jamais, il ne l'emploie jamais. Il y a quelqu'un qui l'emploie, et à qui il convient peut-être mieux, sans doute mieux qu'à Spinoza, c'est Leibniz. Leibniz, lui, qui vient un peu après Spinoza, il meurt en 1716, alors que Spinoza est mort en 1677. Leibniz, c'est comme ça que ça s'écrit maintenant. On écrivait autrefois avec un T. Voilà. Vous trouverez cette orthographe de Leibniz avec un T, mais bon, le T a petit à petit disparu et on écrit de cette façon-là. L'idée de parallélisme, ça je n'y insiste pas, mais elle appartient plutôt à Leibniz, mais on l'utilise pour Spinoza. Et oui, pourquoi? Eh bien parce que s'il y a identité de l'étendue et de la pensée sous l'unité de la substance, eh bien il est logique de dire que l'ordre et la connexion des choses étant le même ici et là, les deux attributs présentent, au fond, deux spectacles parallèles, deux aspects parallèles de la substance. Alors il faut s'interroger un peu sur ce terme de parallélisme. Je vous dispenserai de l'exercice auquel j'ai toujours soumis mes élèves lorsque ce terme débarquait dans un cours sur Spinoza ou sur la philosophie spinoziste, qui consistait à tendre la craie ou le stylo et dire qui est-ce qui vient au tableau me dessiner des parallèles. Vous pouvez, même si je ne vous soumets pas à cette épreuve, vous pouvez pour vous-même vous demander qu'est-ce que je dessinerais au tableau si le prof me demandait d'aller dessiner des parallèles. Alors ça ne manquait jamais. Dessinez-moi des parallèles, ça donnait toujours ça. Ça donnait ça. Voilà. Bon. Ça donnait ça. Et je présume qu'un bon nombre d'entre vous, combien je ne sais pas, mais bon nombre d'entre vous auraient fait quelque chose d'assez semblable. Peut-être ils auraient incliné dans l'autre sens, peut-être ils les auraient fait horizontales, mais enfin vous auriez fait, voilà, à peu près ça. Et alors, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Pourquoi? D'abord parce que, ici, nous avons deux fragments de droite parallèles. Oui, mais il n'y a pas deux attributs, il y en a une infinité. Et donc, l'élève qui aurait bien suivi et bien compris ce qui était dit avant, et à qui je demandais, venez au tableau et tracez-moi des parallèles, se disant, oui, il veut voir ce que j'ai compris de l'ontologie spinoziste, il aurait fait ça, Puisqu'il y a une infinité d'attributs, il aurait fait ça, et puis il aurait attendu que le prof l'arrête. Voilà, en disant, je n'ai pas de raison de m'arrêter, puisqu'il y a une infinité d'attributs. Donc je pourrais vous en dessiner une infinité de parallèles. Et en effet, ça, ce serait déjà plus juste, parce que le parallélisme, en effet, concerne l'infinité des attributs, et non simplement la substance étendue et la substance pensante. Mais ça ne va pas non plus. Ça ne va pas non plus parce que
Parce que, en fait, c'est l'étendue et la pensée, c'est la même chose. Tout cela se confond dans l'unité de la substance. La distinction n'est que celle que notre entendement fait entre les deux aspects. Et donc, tout ceci possédant l'unité de la substance, comment faut-il dessiner les parallèles? Eh bien, de la façon suivante. Voilà, je vais vous faire une figure du parallélisme de l'ontologie spinoziste, ou du moins de l'ontologie spinoziste en tant qu'il est légitime d'en parler comme d'un parallélisme, ça donne ça. Voilà, vous avez une infinité d'attributs qui sont confondus dans l'unité de la substance. Il y a une substance, et au fond, les parallèles, bah, oui, on peut les distinguer dans la mesure où pensée et étendue sont bien des réalités, ou plutôt ce sont bien des aspects de la réalité que l'intelligence distingue. La distinction est parfaitement claire pour notre intelligence entre ce qui a une extension, une chaise, une étoile, quoi que ce soit d'autre, ou un raton laveur, et ce qui n'en a pas, une pensée. Eh bien, il reste que l'unité de la substance devrait nous conduire à considérer ce parallélisme comme le parallélisme d'une entité unique. Le corps et l'esprit sont une seule et même chose, dit Spinoza, une seule et même chose, dont la distinction est une distinction d'entendement, mais non pas réelle. Dans la réalité, la substance, elle est unique, bien sûr, mais ici, ce n'est pas ce qui m'importe le plus, elle est une. Ne pas confondre, hein, un et unique. Ne pas confondre, ce sont deux manières de caractériser différentes. Alors, donc, parallélisme, on peut parler de parallélisme à condition d'insister sur ceci, que l'image du parallélisme, car ce n'est encore une fois qu'une image géométrique, elle a une vertu pédagogique, qui est de nous faire comprendre quelque chose, ou plutôt de nous dire quelque chose, de nous dire ceci, qui est un aspect absolument essentiel du spinozisme, que dans la philosophie, dans l'ontologie de Spinoza, il ne peut pas y avoir, alors quoi? Ben, vous allez le deviner. Parce que, qu'est-ce qui définit des parallèles? Si vous demandez au premier venu, ben, qu'est-ce que c'est que des parallèles, il va vous dire forcément ceci, ce sont des droites qui ne se rencontrent pas. Et en effet, la vertu pédagogique de l'image du parallélisme, c'est de nous faire comprendre en quel sens les attributs étendus et pensés ne se rencontrent pas. C'est pas facile, parce qu'en fait, ils se rencontrent, puisque c'est l'unité de la substance. Ils se rencontrent dans la substance. Ils sont identiques dans l'unité de la substance. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne se rencontrent pas? Et qu'est-ce qui légitime cette image des parallèles? Qu'est-ce qui légitime le terme de parallélisme? Ceci, qu'il n'y a pas, qu'il ne peut pas y avoir, dans l'ontologie spinoziste, de relation, de causalité d'un attribut à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'intelligible pour Spinoza, il n'y a rien d'intelligible, rien de compréhensible, rien à quoi on puisse attribuer une signification rationnelle, à l'idée d'une... Il n'y a rien qui puisse correspondre à une action causale qui irait de quelque chose qui se trouve dans l'étendue à quelque chose qui se trouve dans la pensée. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien prétendre comprendre quand vous expliquez un événement qui se produit dans l'un des attributs par quelque chose qui se serait produit dans l'autre, si vous entendez par explication ce qui constitue une représentation d'un effet causé, déterminé par une cause. Rien de ce qui se passe dans l'étendue ne peut avoir de rôle causal pour ce qui se trouve dans la pensée, et réciproquement. Voilà. Ça, c'est un principe de l'ontologie spinoziste que vous avez, je dirais, je ne dis pas une séparation, puisqu'ils ont l'unité de la substance, mais vous avez on a envie de dire, une hétérogénéité au point de vue de ce que nous pouvons comprendre, au point de vue de ce que l'entendement nous fait comprendre de la substance comme constituant son essence. Il n'y a aucune intelligibilité à expliquer un événement se produisant dans un attribut par un événement qui s'est produit dans l'autre.
toute explication causale est a priori disqualifiée. Alors là, on entre, évidemment pour le savoir il faut avoir quelques lumières d'histoire de la philosophie, on entre dans l'une des questions les plus épineuses qui se soit posée à l'époque où écrit Spinoza, à l'époque où il produit son œuvre. L'une des questions les plus délicates et une question sur laquelle à partir de laquelle se sont constitués quelques-uns des plus grands systèmes philosophiques contemporains de Spinoza au XVIIe siècle. La question, c'est celle des rapports de l'esprit et du corps, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. Le corps est du côté l'étendue, l'esprit est du côté de la pensée. Eh bien, il n'y a pas d'action causale d'un attribut vers l'autre. Pour le faire comprendre, mais je reviendrai après sur l'allusion que j'ai faite aux grandes philosophies à partir desquelles, qui se sont constituées à partir de ce problème, pour le faire comprendre, il faut, je vais essayer d'utiliser une ou deux images supplémentaires pour faire comprendre ce que peut signifier cette idée de parallélisme. Encore une fois, on doit parler de tout ça à l'aide d'images et de métaphores toujours plus ou moins insatisfaisantes. Une première image intéressante, enfin assez parlante, ce serait celle d'un texte unique. La substance serait un texte unique qu'on pourrait lire dans plusieurs traductions, et même dans une infinité de traductions. Il n'y a pas, de fait, à la surface de la Terre, une infinité de langues. Il y en a beaucoup, de moins en moins d'ailleurs, parce qu'elles s'éteignent à très grande vitesse, mais il y a un nombre fini de langues, mais on pourrait imaginer qu'il existe un nombre infini de langues dans lesquelles il serait possible de traduire un texte unique. Ou plus exactement d'ailleurs, qui serait le même texte, mais qui ne serait pas la traduction d'un texte unique, mais qui seraient tous des textes identiques, quoique exprimés dans une langue différente, sans qu'il y ait de langue originale, sans qu'il y ait de langue première dont tous les autres textes seraient traduits. Alors ça, c'est une image possible, voilà, l'étendue, la pensée sont deux traductions de ce que dit la substance, ou de ce qu'est la substance. Alors moi, j'ai toujours utilisé, un jour j'ai trouvé une image qui m'a paru assez satisfaisante, il peut en exister de meilleures, mais celle-ci m'a paru assez satisfaisante pour essayer de faire comprendre ce que peut signifier cette idée de parallélisme. Représentez-vous, enfin plus exactement, même si vous ne pouvez pas vous représenter, de toute façon vous ne pourrez pas vous représenter exactement, mais pensez à un tableau célèbre de la peinture. Pensez à une grande œuvre picturale. Choisissez-la de préférence assez grande d'abord, et surtout assez complexe, assez riche d'éléments divers. Par exemple, essayez de trouver une représentation picturale comprenant un paysage, une situation, une scène, une action qui mettrait en jeu un nombre assez considérable de personnages. Bon, tiens, essayez de mettre de côté le carré blanc sur fond blanc de Malevich, hein, parce que ça fonctionnerait mal, mon histoire. Mais, ça m'arrivait de prendre, pour les élèves, en Cagne ça marchait bien, parce qu'ils connaissaient en général ce tableau, l'école d'Athènes, de Raphaël. Bon, Raphaël, l'école d'Athènes. Un grand tableau, 4,40 m sur 7,70 m. C'est peint sur un mur. C'est à peine d'ailleurs un tableau, plutôt une fresque. L'école d'Athènes. Vous trouverez sur Wikipédia, à l'article L'école d'Athènes, toutes les caractéristiques, toutes les données, tous les renseignements dont vous aurez besoin sur ce tableau. Alors, je prends l'école d'Athènes, le tableau de Raphaël. J'ai deux moyens d'appréhender cet objet. Je peux en parler dans deux langues, ou plutôt, au sens figuré bien sûr, je peux en parler sur deux registres différents. Je peux par exemple considérer d'abord ce tableau sous l'aspect, c'est comme ça sans doute que le dirait Spinoza, sous l'aspect de l'étendue. Je peux le considérer en tant qu'il est un mode de la substance sous l'aspect de l'étendue. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire voilà, 4,40 m sur 7,70 m. C'est un tableau qui a été peint sur tel support, dont je peux non seulement fournir les dimensions, mais aussi la nature,
la texture, la composition physico-chimique. C'est un tableau qui a été peint avec des pigments particuliers dont Raphaël disposait, qui ont leur composition chimique, leur structure physique et leur composition chimique, et je peux décrire géométriquement, dans le détail, la disposition de toutes les couleurs, donc de tous les pigments utilisés par Raphaël, sur cette surface. Et je vais faire la carte, si vous voulez, des couleurs de ce tableau intitulé L'école d'Athènes. Et je pourrais, en utilisant toutes les connaissances scientifiques aujourd'hui disponibles pour traiter de cet objet à partir de ce point de vue, le point de vue de l'étendue, je pourrais écrire un gros livre, une énorme monographie. Enfin moi non, je ne pourrais pas parce que je n'aurais pas la compétence. Mais une équipe de physiciens, chimistes, géomètres pourrait écrire un gros livre sur l'école d'Athènes qui rassemblerait tout ce qu'il est possible de dire dans la mesure où nous en avons la connaissance aujourd'hui par certains domaines de la science, de l'objet en question. Bon. Pour écrire ce bouquin, ce serait, qui pourrait s'intituler « L'école d'Athènes de Raphaël considérée au point de vue de l'étendue ». Je ne suis pas sûr que le titre serait très vendeur, mais bon, nous savons ce qu'il y aurait dans ce bouquin. Ce bouquin serait d'une utilité considérable, très certainement, par exemple, pour toute personne engagée dans le métier de conservateur ou de restaurateur des œuvres d'art. Car c'est bien de ce point de vue qu'un conservateur ou un restaurateur de peinture ancienne va considérer l'objet École d'Athènes de Raphaël. Ce que représente le tableau, qui sont les personnages qui y figurent, ça, c'est pas son problème. Son problème, c'est de savoir par quoi sont menacés, par quel processus de dégradation physique sont menacés les pigments qu'utilisait Raphaël. Certains sont certainement plus sensibles à la lumière, d'autres sensibles à d'autres facteurs. Et voilà ce que serait l'école d'Athènes décrite, comprise, à partir au point de vue de l'attribut étendu. Mais évidemment, si j'appréhende le même objet au point de vue de l'attribut pensé, je ne parle plus la même langue, toujours au sens figuré, je ne parle plus de la même langue, je vais décrire, je vais dire, c'est intitulé l'école d'Athènes. Qu'est-ce que c'est que cette école d'Athènes? Athènes, c'est pas simplement un endroit qui est situé sur la carte avec certaines coordonnées GPS. C'est pas non plus quelque chose qui a existé comme entité culturelle à un instant T du temps. C'est une époque qu'évoque Raphaël, et pas simplement un instant du temps. D'ailleurs, la scène que représente l'école d'Athènes n'a pas à être datée précisément, on s'en fiche, mais elle a à être située dans l'histoire de la culture. Après, évidemment, il faut identifier les personnages. Quel est celui-là qui se tient debout à gauche? Quel est celui qui se tient assis à droite? Je peux identifier des personnages historiques, des philosophes, il y en a. Je peux m'interroger sur leur posture. Je peux me demander, par exemple, pourquoi, par exemple, un tel lève le doigt vers le ciel, tandis que l'autre montre la terre. Voilà, dans l'école d'Athènes, Platon, celui qui figure, le personnage de Platon, montre le ciel, tandis qu'Aristote montre la terre. Évidemment, tout cela est parfaitement signifiant. Et puis, je peux me demander accessoirement si, par exemple, tel ou tel personnage figurant sur le tableau, tout en prétendant représenter un philosophe de l'Antiquité, ne serait pas par exemple le portrait purement et simplement d'un contemporain de Raphaël, peut-être un de ses potes ou quelqu'un qui a financé son travail, éventuellement même peut-être quelqu'un serait représenté ce tableau sous les traits de Raphaël lui-même. Bon, ce ne serait pas la première fois qu'un peintre choisit d'apparaître dans son tableau un peu à la manière dont Hitchcock le faisait dans ses films. Eh bien, là, je ne suis pas mécontent de cette image et de cette métaphore, parce que je crois que, jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé de mieux pour évoquer la dualité de l'étendue et de la pensée sous l'unité de la substance, évidemment. Parce que dans les deux cas, que je tienne le discours de la matière, que je tienne le discours de l'esprit, eh bien, c'est du même objet que je parle, c'est de la même chose, le même tableau, exactement. Et je crois qu'on peut penser de cette façon les rapports de l'étendue et de la pensée. Mais bien entendu, chez Spinoza, l'enjeu
de cette distinction des attributs étendus et pensés est tout à fait différent, et il va beaucoup plus loin que la métaphore que j'ai choisi d'utiliser. La question est celle des rapports de l'esprit et du corps. Parce que, je disais tout à l'heure, en commençant, je disais que la conception de Spinoza, non seulement nous invite à reconsidérer notre manière spontanée de nous considérer nous-mêmes, de nous regarder nous-mêmes, et en particulier la nature de l'individualité de ce que nous appelons notre corps et surtout notre esprit. Mais j'avais dit aussi que ce que Spinoza, dans la construction de cette ontologie, vient attaquer et même détruire, c'est un certain nombre de conceptions philosophiques. Et en particulier, là, ce qu'il a dans le collimateur, dans le viseur, avec cette histoire de substance une et unique qui se décline sous les deux aspects de l'attribut pensé et de l'attribut étendu, c'est l'ontologie cartésienne. L'ontologie cartésienne, l'ontologie de Descartes, celle qui se trouve exposée dans les méditations métaphysiques, dans le discours de la méthode aussi, vous trouverez un résumé, une présentation résumée de l'ontologie cartésienne dans la 4e partie du discours de la méthode, la 4e partie. Vous la retrouverez également, cette ontologie, exposée de façon plus circonstanciée et plus systématique dans la première partie de ce livre que Descartes avait écrit pour qu'il serve de manuel dans les universités en remplacement des vieux manuels aristotéliciens qui servaient de base à l'enseignement. La philosophie nouvelle voulait un manuel scolaire nouveau, et ce manuel, ce seraient les principes de la philosophie. Et dans la première partie des principes de la philosophie, vous avez l'exposition systématique, très précise, de l'ontologie cartésienne. Cette ontologie, elle est non pas comme celle de Spinoza moniste, elle est dualiste. Elle est dualiste, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque Descartes parle de corps et lorsqu'il parle d'esprit, ou lorsqu'il parle d'étendue et de pensée, lui, il parle de substance avec un S, parce que l'étendue et la pensée ont chacune leur substantialité. Pas exactement au même degré, parce que, bien entendu, pour Descartes, c'est bien qu'un corps individuel, un corps particulier, un corps singulier, le vôtre, le mien, ou n'importe quel corps physique, ça par exemple, ou ça, n'importe quel corps physique, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un composé de corps, que n'importe quel corps physique est fait de corps, d'une multiplicité de corps, assemblés pour une certaine durée, et qui sont appelés à se disperser, à se séparer les uns des autres. Et donc, s'il y a de la substantialité du côté de l'étendue, cette substantialité, elle appartient à l'étendue en général. Elle appartient à la matière en général, à la matérialité, qui a un caractère substantiel, en effet, et encore, pas tout à fait, pas complètement, je vais dire pourquoi rapidement, mais enfin qui a une réalité, si vous voulez, dont l'unité, dont la permanence, dont la consistance transcende celle des individus qui se forment à partir des éléments de cette substance étendue. Mais Descartes parle, à propos de l'étendue, de res extensa, la chose étendue. L'étendue, pour Descartes, est une chose, une res, pas pour Spinoza. Pour Spinoza, c'est un attribut de la seule chose qui soit vraiment une chose, à savoir la substance, Dieu, la nature. Il y a donc une res extensa qui est la substance étendue chez Descartes, et il y a une res cogitans qui est la substance pensante, qui, elle, a un degré de substantialité plus élevé au niveau individuel que la substance étendue. Ça veut dire que si mon corps ne peut prétendre à aucune espèce de prétention substantielle, trop composé qu'il est, trop facile à désagrégé, si vous voulez, trop destiné à être désagrégé, mon esprit, en revanche, ce que Descartes appelle mon âme, enfin c'est mens, mais c'est aussi quelquefois anima, mais mon âme ou mon esprit a, lui, une identité, une essence telle que
je suis légitime à le considérer comme ayant un certain degré, on va dire, d'autosuffisance. Il n'a pas un degré complet d'autosuffisance parce que cette âme, elle est créée, elle a été créée. Il est possible qu'elle continue dans l'être après ma mort, après la mort de mon corps. Descartes ne s'avance pas sur ce sujet. Descartes déclare qu'il n'en sait pas assez pour affirmer que l'âme, si vous voulez, a suffisamment de substantialité pour pouvoir se passer de son rapport avec le corps, de tout rapport avec le corps. Il ne l'affirme pas, il dit que nous avons au moins le droit de le penser, et que, puisque la révélation le dit, bon, croyons-le. Mais, le degré de sincérité qu'il y a dans cette possibilité de croire, ça je laisse la question de côté, enfin, il dit au fond, il dit ceci: nous en savons assez sur l'âme pour affirmer, en effet, qu'elle a un degré de substantialité, l'âme individuelle, votre âme, mon âme, un degré de substantialité suffisant pour, disons, laisser ouverte la porte à une espérance de vie après la mort, dans l'au-delà, et donc de récompense et de châtiment. Mais là-dessus, Descartes ne se prononce pas. Mais en tant que c'est une réalité créée, l'âme, elle n'a pas tout à fait la substantialité parfaite qui n'appartient qu'à celui qui est le créateur de cette âme, le créateur de la substance étendue, le créateur du monde corporel, du monde matériel, qui lui est le seul substantiel, et qui est à ce point le seul substantiel, et dont les créations sont à ce point privées de substantialité vraie, qu'il est obligé de les créer à chaque instant. Descartes tient pour une théorie un peu étrange, un peu dépaysante, un peu curieuse, qui est la théorie de la création continuée. Le monde, chez Descartes, est créé d'instant en instant par Dieu. Il est recréé à chaque instant par Dieu. Le monde n'a pas assez de substance, il n'a pas assez de consistance pour se tenir tout seul dans l'être. Il faut que Dieu, à chaque instant, le recrée. Le recrée. C'est une théorie extrêmement importante, même si elle peut paraître un peu comme ça extravagante. Elle a des conséquences très importantes sur le plan métaphysique, et même au-delà chez Descartes. Mais Descartes pense que Dieu crée constamment le monde. Du reste, Leibniz pense aussi un peu la même chose d'une façon assez différente. Alors, pour Descartes, il y a deux substances. La substance étendue, la substance pensante, qui sont d'essence différentes, de nature différente, ce qui rend extrêmement difficile, ce qui rend peut-être même impossible, la réponse à une question qui se pose inévitablement dès qu'on ouvre simplement les yeux sur la réalité des choses: comment la substance étendue de mon corps, cette reste extensa qu'est mon corps, et la substance pensante de mon âme, la res cogitans, comment peuvent-elles entretenir ce rapport d'interaction permanente dont la vie est à chaque instant le témoignage, l'attestation, la manifestation. Enfin, par exemple, je désire m'emparer de l'objet qui est posé sur la table, j'avance le bras, je pince les doigts et je tiens l'objet dans ma main. Voilà, l'esprit vient d'actionner mon corps. Mon esprit vient d'actionner mon corps. Je fouille dans la boîte à couture, je me pique à une aiguille, j'ai mal. Voilà une modification du corps qui se traduit immédiatement dans une sensation. Et une sensation, évidemment, c'est un fait de penser. Je n'ai pas besoin de multiplier des exemples de ce genre d'interaction. Vos souvenirs du réveillon sont peut-être assez proches pour que vous vous rappeliez encore la manière dont votre esprit a été quelque peu modifié dans sa manière de voir les choses, ou de ne plus les voir du tout d'ailleurs, ou de les penser ou de ne plus les penser du tout, par l'absorption de certaines substances qui sont entrées dans votre corps et dont la simple présence dans votre corps a déterminé des effets assez manifestes dans la pensée. Et donc, cette interaction, elle est un fait d'expérience immédiate, permanent. Comment comprendre que deux réalités substantielles, d'essence distinctes, c'est-à-dire qui ne sont pas intelligibles selon les mêmes principes, deux réalités qui ne peuvent pas être comprises, je répète, c'est une question de compréhension.
ça se voit, bien sûr, vous me direz, je vois bien qu'une pensée, ce n'est pas un corps. Je vois qu'un corps, enfin, je constate par l'essence qu'un corps, on peut le toucher, une pensée, on ne peut pas la toucher. Mais la différence entre un corps et une pensée, elle se pense d'abord, elle se comprend intellectuellement. Je veux dire que c'est au moyen de l'intellect que vous comprenez que si un objet peut être mesuré dans l'espace en centimètres, en mètres ou autre unité, la représentation, l'image de cet objet ou le concept de cet objet, lui, ne peut pas être mesuré de la même façon. Il est évident, par exemple, que si vous mesurez en centimètres, un éléphant, c'est beaucoup plus gros qu'un chien, et que une planète, c'est beaucoup plus gros qu'un éléphant. Mais la pensée d'une planète, la pensée d'un éléphant, la pensée d'un chien, ça ne prend ni plus ni moins de place dans un cas que dans l'autre. Et donc, tout ça, je le conçois très bien, ce sont des réalités d'essence différentes. Et voilà que nous constatons que ces réalités sont à ce point engagées dans un rapport intime d'interaction que Descartes va même presque jusqu'à dire que leur union constitue à son tour une substance supplémentaire. Je laisse de côté cette question qui est assez délicate, assez problématique, assez épineuse. Mais enfin, il y a là un problème absolument crucial. Et on ne va pas tarder à demander à Descartes, mais expliquez-nous comment deux réalités dont vous avez si soigneusement établi la distinction essentielle peuvent entrer dans un rapport d'union aussi intime et d'interaction aussi permanente. Et Descartes va répondre, non, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas, c'est-à-dire que nous sommes ici devant un fait, c'est un fait de nature, on peut dire, enfin de nature, c'est dans la nature des choses telles que Dieu les a faites, ça se constate, ça s'expérimente, ça se vit, mais ça ne peut pas se penser de façon intelligible. Le dualisme cartésien est un dualisme qui laisse ce résidu ou cette scorie d'inintelligibilité, l'union de l'âme et du corps. Et il faut bien avouer que Descartes, comme philosophe, comme tout philosophe qui se respecte, tente de conférer l'intelligibilité maximale à son ontologie, est ici en échec. Et une correspondante de Descartes, car Descartes ne négligeait pas de correspondre avec des femmes qu'il jugeait tout aussi capables de s'occuper de philosophie que les hommes. Il a même d'ailleurs dit qu'il avait écrit le discours de la méthode en français, s'il avait choisi de l'écrire en français, et non en latin, qui était la langue des doctes, comme on disait, la langue des spécialistes et des universitaires, s'il avait choisi d'écrire le discours de la méthode en français, c'était entre autres choses pour que même les femmes puissent le lire. Les femmes qui n'étudiaient pas, pour la plupart, le latin. Eh bien, une correspondance de Descartes, la princesse Élisabeth de Bohême, et nous avons une correspondance assez soutenue entre la princesse Élisabeth de Bohême et Descartes. La princesse Élisabeth se livre à ce qu'il faut bien appeler une entreprise de harcèlement philosophique, ne cessant de demander de revenir à la charge. Monsieur Descartes, expliquez-nous l'union de l'âme et du corps. Descartes disait non, c'est à vivre, c'est à vivre. C'est-à-dire, au fond, profiter de la vie. L'union de l'âme et du corps, c'est fait pour ça. L'union de l'âme et du corps, elle a, si vous voulez, dans le dispositif de la création, pour autant que nous puissions spéculer sur les intentions de Dieu. Car Descartes est très prudent. Il dit souvent, nous ne sommes pas du conseil de Dieu. Ça veut dire, il ne nous a pas fait part de ses intentions dans la création du monde. Et donc, bon, nous ne pouvons que spéculer, mais l'union de l'âme et du corps, c'est un fait de nature qui est à expérimenter, à vivre, mais qu'il faut renoncer à rendre intelligible. Ça, donc, c'est le résidu d'inintelligibilité rationnelle que laisse en héritage le cartésianisme à ceux qui vont suivre. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux qui vont suivre? Ils ne vont avoir de cesse d'essayer de liquider cette scorie, de dissoudre cette difficulté. Alors, ce sera l'œuvre de ces philosophes qu'on appelle cartésiens. Il y a les cartésiens, il y a les grands et il y a les petits. Hein. Alors, les grands, ce sont Leibniz, Malebranche et Spinoza. Voilà les trois grands noms de l'héritage cartésien, Leibniz, Malebranche, Spinoza. Vous avez deux petits cartésiens dont les noms sont
ont complètement sombré dans l'oubli pour les non-spécialistes. Enfin, on peut citer Arnold Gelinx, Géraud de Cordemois, mais personne ne connaît ces noms en dehors des spécialistes de philosophie. Alors, tous vont se charger du problème et tenter de lui apporter une solution ontologique, une solution métaphysique, d'élaborer une ontologie qui permette de se débarrasser de ce résidu d'intelligibilité, car le cartésianisme, quand même, partait du projet de rendre intelligible, et intelligible selon les normes instituées par la science nouvelle, la science qui était en train de naître, la science des Kepler, des Galilée, et de quelques autres, de Pascal aussi, qui est en train de produire de nouvelles normes d'intelligibilité très différentes, en rupture complète avec celles qui venaient d'Aristote et qui avaient perduré en Europe durant longtemps dans les universités, jusqu'au début du siècle où va se produire cette grande révolution scientifique dont je viens de citer quelques acteurs. Et donc, il va s'agir d'essayer de conférer une intelligibilité rationnelle à quelque chose qui, dans le cartésianisme, ne peut pas en recevoir du fait de l'hétérogénéité essentielle de la substance étendue, de la substance pensante. Alors, je vais encore vous servir une métaphore, elle est ancienne, celle-là, une image, elle est classique, pour vous suggérer une idée, vous faire apercevoir, disons, l'esprit dans lequel chacun de ces trois grands noms a essayé de résoudre le problème. Mais ce qui m'intéresse, c'est Spinoza. Les autres, je les mentionne, je dirais, pour vous donner quelques pistes dans le labyrinthe de l'histoire de la philosophie. Alors, la question, c'est que nous avons affaire, la difficulté, que nous avons affaire à deux horloges qui donnent exactement la même heure. Et elles donnent exactement la même heure, et il s'agit de savoir comment il est possible que deux horloges qui sont distinctes l'une de l'autre par leur... Alors, ici, la métaphore, comme toute métaphore, ne peut pas être suivie jusqu'au bout. Ce sont deux horloges, donc deux objets matériels, bien sûr, mais enfin, dont on se demande comment et par quel, je ne vais pas dire miracle, mais ça peut d'ailleurs être un miracle, on va voir, mais par quel moyen elles peuvent toujours donner la même heure, même si elles sont indépendantes l'une de l'autre. Alors, Descartes vous dit, alors, donner la même heure, ça veut dire quoi dans la métaphore? Ça veut dire que à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le corps, quelque chose se passe dans l'esprit qui est le répondant de ce qui se passe dans le corps. Alors Descartes vous dit, ça justement, on le constate, on ne peut pas le comprendre. Alors, on va formuler quelques hypothèses. L'hypothèse leibnizienne, elle tient dans, si on suit la même image et suit la même métaphore, elle tient dans cette hypothèse que nous aurions affaire à deux horloges qui ont été créées par le même horloger, un horloger suffisamment habile, suffisamment puissant, suffisamment avisé pour que les deux horloges soient aussi bien conçues et fabriquées l'une que l'autre pour donner toujours la même heure. Voilà. Elles donnent toujours la même heure. Pourquoi? Elles donnent la même heure parce que ce sont deux horloges, certes, n'interagissant pas l'une avec l'autre. Aucune des deux n'exerce quelque action que ce soit sur l'autre. Il n'y a pas de fil caché qui relierait par une connexion électrique ou de mécanisme d'engrenage caché. Non, il n'y a rien. Elles sont totalement séparées, mais elles sont si bien faites que vous pouvez les faire tourner pendant les siècles des siècles et elles donneront toujours exactement, au millième de seconde près, la même heure. Cette hypothèse chez Leibniz a reçu le nom d'harmonie préétablie. Voilà, harmonie préétablie. Dans l'ordre universel des choses, est préétabli au moment de la création, est préétabli, parce que le Dieu de Leibniz, lui, est absolument créateur, c'est pas du tout le Dieu de Spinoza, au moment de la création, le Dieu de Leibniz a préétabli une harmonie entre, si vous voulez, les composantes universelles de l'univers, dont mon âme et mon corps. Mon âme et mon corps sont, bénéficient de ce statut de réalité dont l'harmonie a été établie dès le départ. Bon, c'est beau. Malebranche, c'est différent. Alors Malebranche, il dit ceci, oui, elle donne la même heure, mais en fait,
certainement, elles n'ont aucune interaction l'une avec l'autre, mais elles donnent la même heure. Pourquoi? Elles donnent la même heure parce que, à chaque fois que... alors Dieu a créé les horloges, bien sûr, mais c'est Dieu qui déplace les aiguilles des horloges. Et à chaque fois que Dieu déplace une aiguille dans une horloge, il déplace dans l'autre. Et il n'y a qu'une cause. Il n'y a rien qui puisse agir causalement. Aucune des deux horloges ne peut avoir d'action causale sur l'autre. Aucune des deux horloges ne peut causer en l'autre quelque chose qui serait un effet. Par exemple, ne peut mettre l'autre à l'heure. Non, il n'y a qu'un facteur causal, il n'y a qu'une puissance causale. C'est Dieu, créateur des horloges, qui, à chaque déplacement dans le mécanisme de l'horloge numéro 1, déplace ce qu'il doit être déplacé, ce qu'il faut déplacer dans l'horloge, dans le mécanisme de l'horloge numéro 2. Traduction au niveau de l'esprit et du corps, ceci, lorsque Dieu me fait produire la volonté de déplacer mon bras, eh bien, simultanément, il déplace mon bras. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle, alors chez Leibniz, c'était l'harmonie préétablie, chez le Malebranche, ça s'appelle la théorie des causes occasionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire, les causes occasionnelles? Ça veut dire qu'à l'occasion de cet événement qu'est la piqûre de mon corps par une aiguille, eh bien, à l'occasion de cet événement, Dieu produit dans mon esprit une douleur, la douleur correspondant à cet événement physique. Un événement physique correspond à un événement mental, parce que dans l'ordre de la causalité, eh bien, c'est une seule cause qui agit, c'est la causalité divine. Dieu est cause de tout. Rien ne fait rien dans le monde, rien n'agit sur rien. Alors vous allez dire, mais quand même, enfin, une théorie comme ça, mais enfin, c'est quand même assez, c'est plus qu'étrange. C'est un dépaysement total. Et mais enfin, la question qu'on a envie de se poser quand on lit des choses comme ça, c'est mais où est-ce qu'ils sont allés chercher tout ça, quand même? Mais il ne faut pas se moquer trop vite. Il ne faut pas se moquer trop vite parce qu'il faudrait quand même que nous soyons sûrs d'en savoir assez sur le monde pour ne pas trouver finalement que le monde est peut-être quelque chose d'aussi énigmatique que peuvent nous paraître étranges les théories que pondent ces esprits-là pour l'expliquer. C'est Thomas Nagel, le philosophe américain, qui disait « Le monde est un drôle d'endroit ». Ouais, je crois que c'est vrai que le monde est un drôle d'endroit. Je veux dire que c'est un endroit qui nous met devant des difficultés de compréhension telles que nous ne devrions pas être trop regardants sur l'audace dont font preuve certains pour rendre compte de ces difficultés, si vous voulez, au regard des moyens que nous avons. Alors, après tout, bon, nous ne nous offusquons pas, nous ne nous scandalisons pas que nous soient offertes en matière d'explication du monde des théories, les théories scientifiques, qui contiennent pour nous des hypothèses, enfin, tout aussi extravagantes et tout aussi stupéfiantes que ce genre d'hypothèses ontologiques. Parce que si vous regardez la théorie de la relativité, elle va vous dire, ah ben oui, l'attraction universelle, bien sûr. L'attraction universelle, oui, Newton, nous connaissons ça, mais nous savons ce que c'est. C'est une courbure de l'espace. Bon, c'est une courbure de l'espace. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, quand on vous dit que l'espace se courbe? Moi, je comprends bien ce que veut dire l'affirmation sur laquelle quelque chose dans l'espace se courbe. Ça, oui, ça je comprends, comme ça. Mais l'espace lui-même, l'idée que l'espace se courbe. Or, la courbure de l'espace, c'est une donnée élémentaire de la théorie de la relativité d'Einstein. De la même façon que quand on vous dit que, bah, par exemple, ça c'est plutôt du côté de la mécanique quantique qu'on nous raconte ça, que des particules indépendantes l'une de l'autre règlent leur mouvement l'une sur l'autre sans interagir l'une avec l'autre. Bon, ça nous paraît suffisamment étrange pour nous intriguer quelque peu, mais pas vraiment pour que nous ayons le moindre doute sur, au fond, le caractère fiable, vraisemblable de ce genre d'hypothèse. Alors, ce qui nous gêne en fait dans ces hypothèses-là, ce qui nous gêne bien sûr, ce qui nous fait tiquer, c'est que, contrairement aux théories physiques de la science contemporaine, il y a quelqu'un qui intervient que nous préférerions ne pas voir se mêler de tout ça, c'est Dieu. Bon, mais quand même, bon, est-ce qu'il est bien nécessaire de recourir à Dieu? Est-ce que tout ça n'est pas quand même un petit peu... Enfin, ça vous a des allures un
un peu has-been, quoi. Hein. C'est un peu vintage, Dieu, quand même. Hein. Et, bon, mais, enfin, encore une fois, est-ce qu'on en sait assez? Enfin, qui sommes-nous pour décréter que l'idée d'une action causale, je dirais, provenant d'une source unique et absolue, s'exerçant sur le monde, soit une hypothèse complètement farfelue et complètement délirante? Enfin, il faut lire ces gens-là, hein, il faut lire... Enfin, bon, Leibniz, inventeur du calcul différentiel et intégral, bon, c'est pas quelqu'un qui était disposé à se satisfaire de la première réponse venue aux questions qu'il se posait, Malebranche pas davantage, et si vous voulez, alors Leibniz, il a l'exposition de la philosophie de Leibniz, de sa métaphysique, de son ontologie, se trouve dispersée, dispatchée dans une multitude d'écrits qui se reprennent tous les uns des autres, avec des variantes plus ou moins importantes. Donc, vous pouvez lire le discours de métaphysique, vous pouvez lire d'autres livres comme la monadologie, ce sont des livres assez courts, hein, d'une extrême densité, mais assez courts. C'est beaucoup plus court que l'éthique, hein, le discours de métaphysique, de la même façon que la monadologie ou les principes de la nature et de la grâce. Il y a beaucoup de... Ces textes sont très disponibles, tout ça c'est édité en Gardez Flammarion, vous trouverez ça très facilement, et vous trouverez des expositions. Leibniz a constamment refait ce travail, contrairement à Spinoza qui ne l'a fait qu'une fois hein, dans l'éthique, même s'il y a des... Bon, il y a des écrits plus antérieurs et qui sont comme des premières tentatives, mais Leibniz, il n'a cessé de réexposer son ontologie. Pour Malebranche l'a fait aussi, mais si vous lisez de la recherche de la vérité, bah vous aurez la philosophie de Malebranche pour l'essentiel dans sa totalité. Alors après, ça a été réexposé par Malebranche dans des textes qui sont souvent sous forme de dialogue, ce qui les rend plus vivants, peut-être un peu plus accessibles, mais de la recherche de la vérité, c'est un livre qui est tout à fait lisible. Par ailleurs, c'est une très belle écriture. Hein. Malebranche est un grand prosateur de la langue française du XVIIe, Descartes aussi d'ailleurs. Hein. C'est bien écrit le discours de la méthode, hein. Il faut quand même, ça il faut le reconnaître. Voilà, Malebranche. Alors Malebranche, je vous dis, voilà, il y a bien deux horloges, mais comme il n'y a qu'un seul facteur causal qui agit sur les deux, bah écoutez, il est normal que ce qui se passe dans l'une reproduise exactement ce qui se passe dans l'autre, même s'il ne se passe rien de l'une à l'autre. Alors Spinoza, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, on peut dire, voilà, une seule horloge, hein, la substance divine, une seule horloge. Mais elle a deux cadrans, voilà, elle a deux cadrans, et donc pas très étonnant qu'on lise sur les deux cadrans la même heure. Bah oui, mais c'est pas tout à fait le même cadran, puisque d'un côté c'est l'étendue, de l'autre côté c'est de la pensée. Alors, bon, bah, filons la métaphore, et disons que d'un côté, vous avez, par exemple, ceci. Alors, vous avez, par exemple, sur un cadran, vous avez ça. Non, enfin, je me trompe. Voilà, sur un cadran, vous avez ça. Voilà. Et vous avez... Voilà. Bon. Et bien, sur le cadran de l'autre côté, vous avez ça. Par exemple, vous avez ça. Voilà. Vous pouvez dire ça comme ça, si vous voulez, voyez. Bon, alors je ne sais pas du coup. On pourrait dire, ici, c'est plutôt une représentation métaphorique satisfaisante de l'étendue, et ici, plutôt une représentation métaphorique plus satisfaisante de la pensée. Deux cadrans, une seule horloge. Il n'y a pas besoin d'harmonie préétablie, il n'y a pas besoin d'une causalité qui, à l'occasion d'un événement ici, produit un événement là. Il y a un seul mécanisme causal qui est celui de la substance. C'est ça, si vous voulez, ça pourrait être quelque chose comme ça que le monisme spinoziste. Alors, le monisme paralléliste, si l'on veut, de Spinoza. Et ici, en effet, dans mon image, dans cette façon de présenter les choses, il y a bien parallélisme au sens où il n'y a pas d'action du cadran sur l'écran où figurent ces chiffres, ni du cadran où se trouvent les chiffres sur le cadran géométrique. Il y a simplement une unité de mécanisme, c'est le même qui s'exprime ou se traduit sous deux aspects différents. Et d'ailleurs, aspect est un terme que Spinoza utilise pour parler de la
de la dualité des attributs. Voilà. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le parallélisme, et il fallait aller jusque-là, je pense, pour qu'ensuite nous puissions, ça ce sera l'objet de la prochaine séance, donc pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, dans laquelle je commencerai à m'intéresser à ces notions, cette notion qu'on a vue apparaître à la fin du chapitre 1, et qui va jouer un rôle capital dans la théorie de la connaissance de Spinoza, mais aussi dans son éthique, qui est l'idée d'adéquation, et évidemment, conséquemment, l'idée d'inadéquation. C'est pour ça que je m'arrête ici, parce que tout simplement, je ne veux pas entrer dans une partie importante dans laquelle je ne pourrais avancer qu'un tout petit peu. Rappelons le principe, l'esprit et le corps. Je cite le Scoli de la proposition 2 de la 3e partie, mais tout ça se trouve sur le blog, et s'y trouve déjà parce que j'ai mis à jour le plan et les citations ce matin, même de ce que nous avons fait aujourd'hui, et même d'ailleurs de ce que nous commencerons à faire dans les moments suivants. L'esprit et le corps, c'est une seule et même chose, conçue tantôt sous l'attribut de la pensée, tantôt sous celui de l'étendue. L'esprit et le corps, c'est une seule et même chose, conçue tantôt sous l'attribut de la pensée, tantôt sous celui de l'étendue. Évidemment, il y a une conséquence qui découle de tout ça, c'est que dès lors qu'il y a du corps, il y a de l'esprit, et dès lors qu'il y a de l'esprit, il y a du corps, puisque c'est la même chose. Ça veut dire que tout ce qui est corporel est ipso facto, on a envie de dire, on pourrait dire en même temps, comme l'autre, corps et disons, étendu et pensant. Partout où il y a de l'être, il y a de la corporéité et il y a de la pensée. Bon, ça aussi, c'est une idée un peu étrange et dans laquelle on peut avoir quelques raisons de reculer. Eh bien, Spinoza ne recule pas et affirme cette identité des attributs étendus et pensés sous l'unité de la substance. Voilà, il nous reste pas beaucoup plus de 5 minutes, mais s'il y avait des questions ou des demandes de précision, n'hésitez pas, même si je peux concevoir que cette avalanche spinoziste là laisse un peu tétanisé. Bon, ben, peut-être, oui. Je veux bien un début d'explication de pourquoi le spinozisme n'est pas un panthéisme. N'est pas un Panthéisme. Ah, pourquoi est-ce que ce n'est pas un panthéisme? Parce que voilà, parce que je dirais, l'expression panthéisme me paraît convenir assez peu pour cette raison. C'est que ce qu'on appelle en général panthéisme, le panthéisme c'est une façon de penser le divin, je dirais, dont l'identité est beaucoup moins philosophique que, je dirais, d'abord que religieuse, certainement, dans certaines traditions religieuses, et surtout que, je dirais, artistique ou littéraire. C'est-à-dire que le panthéisme, c'est par exemple quelque chose qu'on va trouver réalisé, incarné dans certaines formes de pensée romantique, par exemple. Panthéisme, ça veut dire Dieu est partout. Dieu est partout. Mais si Dieu est partout, c'est que Dieu ne se confond pas avec le partout qu'il habite. Dieu habite toute chose, Dieu est en toute chose, Dieu anime toute chose, mais il reste dans un rapport. Alors, il habite toute chose, mais celui qui habite n'est pas la même chose que le lieu qu'il habite. Donc, le monde, tout est plein d'âme, comme dit Hugo, tout est plein d'âme, et on peut aller plus loin, tout est plein de Dieu, tout nous parle de Dieu, mais précisément, Dieu n'est pas la même chose que cette nature qu'il habite, qu'il peuple, qu'il anime, vous voyez? Donc, c'est pour ça que, chez Spinoza, Dieu et la nature sont vraiment deux noms pour une seule et même réalité. Tandis qu'une conception panthéiste maintient une certaine distinction, une certaine différence, et même une certaine séparation entre Dieu et les choses que Dieu habite. C'est pour ça que le terme de panthéisme ne m'a jamais tout à fait satisfait pour parler de Dieu, de Spinoza. Donc Dieu n'est pas la nature, suivant le panthéisme du coup. Je ne crois pas qu'on puisse traduire l'idée de panthéisme très facilement, disons, dans les termes spinozistes de l'identité Dieu et de la nature. Parce que, si vous voulez, le Dieu du panthéisme peut rester un sujet, une personne, il peut rester un agent qui vient animer
du dehors la réalité. Tandis que le Dieu de Spinoza n'est pas, si vous voulez, un esprit qui anime. Le Dieu du panthéisme, c'est quand même un esprit, je pense. Ça veut dire qu'il y a dans ce qui n'est pas de l'esprit. Il y a dans la nature, même inerte, et dans la nature vivante, non pensante, il y a de l'esprit. Tout ça vit par de l'esprit, et c'est pas ça que vous dit Spinoza, puisque Spinoza vous dit Dieu est de façon tout à fait équivalente esprit et corps. Je ne crois pas qu'on puisse tout à fait, enfin je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont-ils, oui. On pourrait simplement dire que Dieu est externe à la nature, dans le panthéisme, alors que chez Spinoza, la nature et Dieu est la même chose. En fait, ce sont... Oui, externe, oui, ça peut convenir. Je crois qu'il y a une certaine, en effet, extériorité de Dieu à la nature dans la conception qu'on appelle panthéiste. Dieu habite, mais on pourrait dire Dieu hante la nature. Mais ce qui hante et ce qui est hanté, ça reste différent. Ce qui est là, mais ce qui est animé, voilà, bon. Bon, mais ce n'est peut-être à la limite qu'une question de terme, hein, et je ne bondis pas, je ne pousse pas des cris d'orfraie quand je trouve la philosophie de Spinoza qualifiée de panthéiste, mais ça ne me paraît pas tout à fait la meilleure façon d'en parler. Mais c'est très fréquent, hein, c'est très fréquent. Même chez des bons connaisseurs de Spinoza, l'idée que le spinozisme est un panthéisme est une idée qui est assez communément acceptée. Si on veut être très précis sur les termes, voilà, c'est un monisme de la substance. Bon, ce que n'est pas tout à fait, je crois que le panthéisme, c'est pas tout à fait un monisme. Voilà, c'est pas, bon. Il reste de la matière qui est autre chose. Voilà, bon. Tout se joue dans cette fameuse notion d'attribut, qui évidemment est pleine de problèmes. Elle est pleine de problèmes que les commentateurs de Spinoza et que d'autres philosophes après lui ne manqueront pas de soulever, et dont certains philosophes parmi les plus grands ne manqueront pas de faire, je dirais, le point de départ ou le fondement de certaines trouvailles philosophiques, comme par exemple Hegel, qui va trouver dans le spinozisme une inspiration tout à fait substantielle, c'est le cas de le dire, mais qui va batailler sur cette question justement des attributs à un niveau quand même extrêmement technique. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous donner rendez-vous. Alors surtout, n'hésitez pas sur Internet